L'autisme fait partie du groupe des troubles envahissants du développement qui apparaissent dans la jeune enfance, habituellement avant l'âge de 3 ans. Bien que les symptômes et la sévérité soient variables, tous ces troubles affectent l'habilité de l'enfant ou de l'adulte à communiquer et à interagir avec les autres. L'autisme est un handicap qui provoque chez les personnes qui en souffrent des difficultés pour établir des contacts et communiquer avec les autres et pour se repérer dans le temps et dans l'espace. Le taux de prévalence des autistes dans la population varierait entre 90 et 120 individus sur 10 000, soit environ 1% de la population et même plus. Un individu sur 68 aux États-Unis et un individu sur 38 en Corée, soit au minimum 75 millions d'autistes dans le monde. L'autisme infantile est en constante augmentation au point de toucher près d'un enfant sur 150. Seule une prise en charge précoce et adaptée permet aux enfants concernés d'évoluer vers plus d'autonomie. Bien que n'ayant pas de statistiques exactes en la matière, l'autisme touche de nombreux enfants au Burkina Faso. Malgré la difficulté d'adaptation qu'ils ont avec une éducation spécifique et adaptée à leur situation, les enfants vivant avec l'autisme peuvent développer les capacités qui leur permettront de comprendre leur environnement social, de diminuer les comportements incompatibles avec la vie sociale et d'augmenter leur autonomie. Pour parler de l'autisme, Santé Mag reçoit pour vous sur ce plateau professeur Jean-Gabriel Wango, psychiatre. Et puis, nous avons également sur ce plateau Dr Nadège Sawadogo, médecin en spécialisation en psychiatrie. Madame Lalaïssa Olivia Siri Traoré, Madame Siri est plutôt la présidente de l'association d'aide aux personnes en situation d'autisme. Elle est également mère d'enfants autistes. Et puis, avec nous ce soir, Madame Monique Sawadogo Oubda. Elle est la secrétaire générale de l'association d'aide aux personnes en situation d'autisme. Madame Sawadogo est également mère d'enfants autistes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre et vos questions sont les bienvenues au 25 40 79 03. Docteur Sawadogo, quels sont les symptômes de l'autisme? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Alors, pour les symptômes de l'autisme, maintenant, on parle de spectre de l'autisme parce qu'il y a une multitude de symptômes, donc différents selon les enfants, mais qu'on peut regrouper en deux grands ensembles. D'abord, les troubles de la communication et de l'interaction sociale. Donc, c'est tout ce qui sera perturbé dans ce que les humains utilisent pour communiquer, pour faire passer des messages, des émotions, des informations entre eux. Et chez l'enfant qui a un autisme, ces codes, ces décodages, cette compréhension, tout cela va être perturbé. Donc concrètement, on va avoir un enfant qui soit ne parle pas ou parle d'une manière spéciale qui fait qu'on ne le comprend pas bien, ou qui n'arrive pas à comprendre quand les autres parlent, qui ne peut pas utiliser des gestes pour se faire comprendre, ou bien des attitudes, ou qui ne peut pas comprendre l'expression du visage des autres. Donc, ce sont des exemples de troubles des interactions sociales et de la communication. Et le deuxième sous-ensemble, c'est les troubles du comportement. Donc, c'est des enfants qui vont avoir des comportements atypiques, que certains caractérisent de bizarre. Donc, ça va être essentiellement des comportements répétitifs. C'est des enfants qui font souvent les mêmes choses. Les mêmes choses peuvent les faire des dizaines, des centaines de fois et ça ne les dérange pas. Donc, ça va être un certain nombre d'activités seulement qu'ils vont répéter comme ça. Ils ne vont pas beaucoup varier. Ça peut être également des activités dont on ne comprend pas le sens. Il fait quelque chose, on ne sait pas pourquoi et à quoi ça lui sert, mais lui, il aime le faire. Donc, c'est un peu ces deux grands groupes de symptômes donc, qui vont caractériser l'autisme. Donc, c'est globalement un enfant qui aura du mal à communiquer avec des autres et qui aura des comportements plus ou moins atypiques. Mais à partir de quel âge ces symptômes apparaissent? L'autisme, il est présent, disons, dès la naissance. On peut avoir des signes. Mais c'est surtout à partir de 18 mois, 2 ans, le moment où l'enfant est censé parler, censé justement interagir avec les autres, qu'on va remarquer toutes ces perturbations. Donc c'est à ce moment on verra qu'au lieu d'apprendre à parler comme les autres, lui il a plus de mal, ou bien il ne va pas vers les autres enfants comme il devrait le faire. Donc c'est essentiellement à partir de 2 ans et demi, 3 ans qu'on va vraiment le remarquer. Professeur Wango, est-ce que l'autisme est un handicap?
Merci beaucoup. Disons que au départ, on avait considéré l'autisme comme un handicap mental, dans la mesure où il y avait certains concepts même qui culpabilisaient la mère en faisant d'elle la cause principale, c'est-à-dire la mauvaise mère, une mère qui est loin de l'enfant, une mère de glace, et cela faisait que on avait mis l'autisme justement dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie. Il se trouve que les recherches ont permis à ce jour de se rendre compte que c'est une perturbation au niveau du cerveau. Vous savez, le cerveau, il y a les neurones, il y a la transmission des informations à ce niveau-là, et chez l'enfant autiste, malheureusement, il y a un dysfonctionnement. Donc c'est une maladie neurologique qui, certes, constitue un handicap, mais ce n'est plus un handicap, en tout cas psychologique. Donc c'est purement neurologique, et avec l'apprentissage, la prise en charge précoce, on peut arriver effectivement à surmonter cette question. Bon, donc handicap peut-être physique à cause des problèmes neurologiques, mais pas psychologiques actuellement. Et quelles sont les causes de l'autisme? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous avez les causes génétiques. C'est prouvé en ce moment qu'il y a, n'est-ce pas, une transmission héréditaire de l'autisme, mais il y a tellement de facteurs qui s'ajoutent à cela, parce que peut-être tu peux avoir la malchance de naître de parents qui pourraient te transmettre cela, mais si d'autres facteurs ne s'ajoutent pas, généralement tu peux t'en sortir. Et ces facteurs-là, c'est notamment des facteurs environnementaux, et ça peut être aussi des problèmes d'infection à la naissance, parce qu'il y a certains enfants, pendant la grossesse, la mère peut contracter la rubéole, par exemple. C'est un facteur favorisant? Oui, qui est un facteur favorisant qui s'ajouterait éventuellement aux facteurs génétiques. Et vous avez d'autres infections, vous avez d'autres pathologies que la médecine appelle intercurrentes qui entraînent malheureusement ce problème d'autisme-là. Docteur Zawadoro, comment établit-on le diagnostic de l'autisme, et cela à partir de quel âge? Le diagnostic de l'autisme, il est totalement clinique, c'est-à-dire c'est au cours d'un entretien, en tout cas un entretien avec le patient, qu'on pourra dire s'il est autiste ou pas. On n'a pas besoin d'examen complémentaire pour faire le diagnostic. Alors l'âge, on attend justement l'âge de 2 ans et demi à 3 ans, parce qu'avant l'enfant il se développe, c'est pas dit qu'il ne va pas évoluer plus que les troubles qu'il présentait. Donc on attend au moins 2 ans et demi avant de faire cette démarche de diagnostic. Et donc au cours de cet entretien, donc, pour faire le diagnostic, on va rechercher ces grands symptômes qu'on avait cités tantôt. Et on a des outils qui nous permettent de le faire plus aisément. Donc, c'est des outils d'évaluation qu'on va remplir avec les parents pour un peu rechercher tous ces symptômes. Et à la fin, on aura une note, parce que chaque question est cotée. Et en fonction donc du total de ces points, on verra si l'enfant est autiste et à quel niveau. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, le diagnostic. Madame Siri, vous êtes mère d'autiste. À quel moment vous êtes inquiétée du développement de votre fils, Malik? Bonsoir, Maman Dao, et merci à vous qui nous soutenez et qui vous intéressez à nos bouts de chou, plus particulièrement vous, Maman Dao. C'est tout à fait normal. Voilà, donc parlant de Malik, disons que c'est sa pédiatre qui a tiré l'alarme à son deuxième anniversaire plutôt. Et au vu de quelques signes qu'elle a trouvés anormaux au niveau de Malik, notamment son hyperactivité. Et à 2 ans, à 3 ans, il n'avait quasiment pas de parole. Et une insomnie permanente, Malik n'avait que 2 heures de temps de sommeil sur 24 heures. Et également, il était très sélectif à manger. Donc du coup,
ces quelques comportements l'un dans l'autre, il nous a dirigés vers une structure spécialisée pour quand même poser le diagnostic. L'autisme est une maladie inconnue des populations et même parfois du personnel médical au Burkina Faso. Diagnostic difficile et souvent tardif dû au manque de spécialistes. Et une fois l'autodiagnostic établi, commence le parcours du combattant. Que faire, comment faire, où et à qui s'adresser? C'est le combat de toute une vie qui commence ainsi. Un combat que beaucoup de familles, malgré tout, sont en passe de remporter. Roger Bembamba et Zali Sassanfo pour le reportage. Shalom Ouedraogo est une petite fille née sans histoire comme toutes les autres petites filles. Tout a changé à l'âge de 3 ans. À cet âge-là, Shalom ne parlait toujours pas. Elle ne mangeait pas et elle était surtout hyperactive. Commencent alors des inquiétudes et des questionnements chez ses parents pour comprendre. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me poser des questions et puis à m'orienter vers des spécialistes de santé qui n'ont pas vraiment pu me donner une réponse. Tantôt on me disait c'est un retard de langage, ça va passer, ça va venir, jusqu'à ce qu'on l'inscrive à la maternelle, elle ne parlait pas. Et après une semaine, l'école m'a contacté pour dire qu'ils ne pouvaient pas s'occuper d'elle, de la ramener à la maison. C'est à partir de ce moment que je me suis vraiment alarmée et j'ai commencé à rechercher moi-même via le net, à poser des questions. Pour un enfant de 3 ans qui ne parle pas, quelle peut être la cause? Et c'est à ce moment que j'ai découvert comme ça moi-même le mot autisme que je n'avais jamais croisé non plus. La maman de Shalom n'est pas la seule mère à n'avoir jamais entendu parler d'autisme. Il a fallu à Madame Bibata Nebié d'avoir son premier fils Yassine atteint d'autisme avant d'en entendre parler. L'autisme est donc très peu connu. Les spécialistes presque inexistants. Alors, tous les parents d'enfants atteints d'autisme sont livrés à eux-mêmes. Comment gérer les crises? Comment s'y prendre avec eux? Les parents ont tout appris eux-mêmes. On a réaménagé beaucoup de choses. On a notre cadre de vie d'abord. Il a fallu tout ce qui peut être dangereux pour eux. Il a fallu libérer pas mal d'espace parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup besoin de bouger. Quand il y a une dame qui appelle affectueusement mon plus jeune, là, une tornade. Donc, voilà, on a commencé d'abord par aménager le cadre. Et ensuite, pour qu'il se lave, je me suis rendu compte qu'il aimait compter. Donc quand il a accepté de prendre le filet, j'attrape le bras et puis je lui dis, tu fais 4 tours sur ton bras. Et chaque fois, quand il fait un tour, il compte 1, 2, 3. Et me fondant sur le fait qu'il aime compter, il a utilisé ça pour pouvoir renforcer le mouvement, pour se frotter. Et c'est comme ça. De l'amour et du temps. C'est ce qu'elle conseille à tous les parents d'enfants atteints d'autisme. C'est vraiment consacrer du temps aux enfants. Voilà. Parce que c'est des enfants qui ont besoin d'être accompagnés dans les moindres gestes. Voilà. C'est pas facile, c'est fastidieux. Mais il ne faut pas se baser sur le fait que c'est difficile et puis ne pas essayer. Il faut toujours essayer, se fixer des objectifs. Ça demande du travail, mais ce n'est pas un travail qui nous est inaccessible. Dire qu'il y a une recette, vraiment, c'est du tâtonnement à partir du moment où soi-même on ne s'y connaît pas. On n'a pas de spécialiste pour t'orienter non plus. Mais peut-être ce qu'on peut dire, le gros des efforts à faire, c'est la disponibilité de la maman. Et au prix de ténacité, de courage et surtout d'amour donné, les résultats sont là. Shalom fait aujourd'hui la classe de 6e. Elle se souvient encore de ces instants difficiles de son enfance. Jusqu'à 3 ans, je ne parlais pas.
Malik Siri, lui aussi est atteint d'autisme. Mais aujourd'hui, sa famille a de quoi être fière de lui. On voit son évolution au fur et à mesure, puisqu'il y a quelques années antérieures, il n'était pas comme ça. Vraiment, ça va beaucoup. Tous mes amis qui me connaissent mon frère. Ils savent que j'ai un frère qui est autiste et savent aussi comment je m'occupe de lui et tout l'amour que je lui porte en fait. Aujourd'hui, au prix de toutes ces attentions, Malik a presque vaincu son autisme. Il partage son temps entre sa passion, la musique, et l'école. Oui, je suis content. Moi, j'ai bien travaillé en composition. Des efforts et des résultats fort appréciables. Mais pour tous les parents d'enfants atteints d'autisme, avec une meilleure implication de l'État, ils pourraient réserver un avenir plus radieux à leur progéniture. La gestion d'un enfant autiste est particulière. En plus d'être constamment surveillé, il réclame beaucoup plus d'attention des parents. À Bobo Dioulasso, le couple Traoré a un jeune garçon autiste. Il s'appelle Nathan. Je vous invite à découvrir l'histoire et le quotidien de Nathan dans ce reportage signé Kassoum Milogo et Mireille Carole Tougouma. Nathan aime chanter, danser, s'amuser. Émerveillé devant notre caméra, on a du mal à lui retirer le micro. Plein de vie, ce garçon est pourtant autiste. Un trouble neurodéveloppemental détecté depuis qu'il est tout petit. Il faut dire qu'on a commencé à remarquer les petits soucis de comportement depuis l'âge de 2 ans. 2 ans. Il ne réagissait pas à son prénom. Quand on l'appelle, il reste insensible. Et même les bruits qui se passent autour de lui, ce n'était pas ça. Il était très hyperactif, voilà. C'est des petites choses comme ça qui ont attiré notre attention. On a eu à voir des pédiatres, voilà. Mais l'inquiétude, premièrement, je crois que c'est quand il ne s'exprimait pas. Quand on voyait les pédiatres, c'était surtout parce qu'il ne s'exprimait pas à son âge, il ne parlait pas, il n'avait pas les mots. Nathan a un frère aîné et une petite sœur, tous les deux non autistes. Comment a-t-il donc développé ce trouble de comportement? Rien du déroulement de la grossesse à la naissance ne présageait cela. Grossesse sans problème, vraiment sans problème. Pas de médicaments pendant toute la grossesse. Un accouchement tout à fait normal, par voie basse. Et le bébé il avait un bon poids, sans problème vraiment. Tout était bien. Tous les parcours qu'on a eus, on n'a pas vraiment pu nous dire exactement quelle pourrait être la cause de son autisme. Jusqu'à présent, en tout cas, j'allais dire, c'est un peu de supputation. Donc, il n'y a pas un facteur précis qu'on ait pu identifier. D'autant plus que dans la famille non plus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a des traits de cette maladie-là. Du fait de leur hyperactivité, la gestion d'un enfant autiste n'est pas chose aisée et nécessite vigilance et prudence de la part des proches et des parents. C'est du sport. Il faut courir tout le temps après lui parce qu'il est vraiment très agité. C'est pas simple. Il dort pas, il fait pas de sieste. Tu rentres pour endormir ton enfant, finalement c'est lui qui s'endort et il ressort. Il dort pas tout. C'est vraiment une lutte tout le temps. Parce que c'est un enfant qui a ses particularités, notamment les troubles du comportement qu'il a. Lui, particulièrement, il est hyperactif. Et c'est ça même qui a été le premier signe qui nous a permis de soupçonner déjà la maladie, mais qui a peut-être retardé aussi le diagnostic un tout petit peu, parce qu'on pensait qu'il y a une autre maladie qu'on appelle hyperactivité des enfants. Bon, et ces troubles de comportement continuent toujours. C'est-à-dire à tout moment, il faut avoir le regard sur lui. Il faut le surveiller pratiquement comme du lait sur le feu. Il est très câlin, il aime qu'on s'intéresse beaucoup à lui. Pour attirer l'attention, il fait des bêtises des fois aussi, tout ça, ou bien bon. Ses écarts de comportement, quand il est bien, il sent qu'il est
entouré, il a de l'affection autour, ça va quoi. On arrive à se faire comprendre mieux. Nathan a 7 ans, l'âge d'aller à l'école. Faute de centres spécialisés adaptés aux autistes, ses parents ont eu d'énormes difficultés pour lui trouver une école. Mais pour aider l'enfant à s'améliorer, ses parents ont dû s'attacher les services d'une éducatrice spécialisée. On intervient dans quelques domaines, premièrement le langage et la communication, l'interaction aussi sociale réciproque. On intervient aussi dans l'encadrement pédagogique et puis la gestion des comportements inadaptés. Un plus que probablement beaucoup d'enfants autistes n'auront pas, faute de moyens. Docteur Sawadogo, le problème de diagnostic est une préoccupation majeure ainsi que celui de spécialistes. Quels sont les spécialistes qui doivent intervenir dans la prise en charge de l'autisme? Alors, on a des intervenants de divers niveaux. On a les médecins, donc qui peuvent avoir une formation spécialisée sur l'autisme, ou carrément des psychiatres ou des pédopsychiatres, donc des psychiatres de l'enfant et de l'adolescence, donc qui interviennent pour la prise en charge et le diagnostic de l'autisme. Et pour la prise en charge, nous avons un certain nombre de formations donc nécessaires, indispensables même à l'accompagnement de ces personnes. C'est essentiellement les orthophonistes, les psychomotriciens, et également les éducateurs, éducatrices spécialisés. Donc, ce sont des personnes qui vont aider donc à l'évolution, à l'amélioration en tout cas du langage, du comportement, qui sont nécessaires, vraiment sont nécessaires. Mais est-ce qu'ils sont nombreux ces profils que vous venez de citer au Burkina? Parce qu'à tous les niveaux, on parle de manque de personnel, de manque de spécialistes en matière de prise en charge. Je pense qu'il y en a quelques-uns, mais je pense qu'on est encore loin de ce qu'il faut vraiment pour couvrir les besoins. Madame Sawadogo, vous avez également votre fils, Ebenezer, c'est votre premier. À quel moment vous vous êtes posé des questions sur l'évolution de votre garçonnet? Je vous remercie. Je remercie tous les spectateurs qui nous regardent en ce moment. Parlant d'Ebenezer, c'est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. Il est né en mars 2004. C'est vers l'âge de 2 ans qu'on a remarqué qu'il ne parlait toujours pas. Et on a commencé à s'inquiéter. Après une consultation en ORL, on m'a parlé d'un souci de conduite auditive et qu'il avait des végétations. Bon, on m'a fait opérer mon enfant inutilement parce qu'après, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec son développement. Jusqu'à 3 ans, ça n'allait toujours pas. L'hyperactivité était là. Il ne parlait toujours pas. Donc, on a cherché à voir ailleurs. Et c'est lors d'une consultation avec un pédopsychiatre français que le diagnostic d'autisme modéré a été dit. Face à l'inexistence d'une structure spécialisée dans la prise en charge des enfants autistes au Burkina Faso, les parents s'organisent comme ils peuvent pour venir en aide à leurs enfants. Ainsi, au sein de l'école Paspanga D à Ouagadougou, une école a été créée par les parents d'enfants autistes. Une école pour apprendre, une étape importante dans la prise en charge, mais qui manque de moyens pour fonctionner. Manque de spécialistes, de personnel et matériel adapté. Bref, Zalissa Sanfo et Roger Bembama ont fait un tour à l'école d'aide aux enfants en situation d'autisme et voici leur constat. École pour personnes en situation d'autisme. Nous sommes au sein de l'école Paspanga D à Ouagadougou. Ici, 30 enfants prennent cours. Les enfants nous sont référés par le service de psychiatrie pour enfants de l'hôpital Yalgado. Ensuite, il y a des enfants qui nous sont référés par les écoles maternelles, parce que généralement, les enfants intègrent les écoles maternelles. C'est là qu'on décèle qu'il y a des difficultés. Et il y en a aussi qu'on reçoit, les parents ont eu notre contact et eux-mêmes ils ont remarqué qu'il y a des difficultés au niveau des enfants. Dans cette école dédiée aux enfants atteints d'autisme, l'on n'apprend pas seulement à lire, à écrire et à compter. C'est tout un apprentissage de la vie
qui est enseigné. L'école a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de travailler à donner les prérequis aux enfants qui sont à notre charge, à les permettre d'intégrer progressivement les écoles ordinaires. Parce que c'est ce qu'on recherche, la finalité c'est ça. Mais en même temps, quand on dit ça, il faut dire qu'au niveau des enfants qu'on a, les enfants avec autisme, il y a vraiment beaucoup de profils. On va du profil le plus bas au profil le plus élevé. Donc, il y aura des enfants dont l'intégration va être vraiment difficile. Donc pour eux, c'est vraiment leur autonomie qu'on vise dans la vie. L'autonomie, c'est-à-dire que pouvoir se prendre en charge, pouvoir s'occuper, etc., etc. Donc pour les enfants, on pense carrément à faire un projet de vie, quoi. Et les parents sont satisfaits des résultats. J'avoue qu'ils ont fait, je vais parler un bon mot aussi, ils ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. Yazid est allé au centre à l'âge de 5 ans. Et à environ 6 ans, il a commencé à prononcer ses premiers mots. Il a commencé à lire, il a commencé à écrire. Et quand ce déclic a eu lieu, c'est allé de façon très rapide. En plus des enfants, l'école instruit aussi les parents pour prendre en charge leurs enfants atteints d'autisme. La prise en charge de l'autisme, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les enfants. Quand on prend en charge une personne avec autisme, c'est toute la famille qu'on prend en charge, notamment les parents, la fratrie, s'il y a d'autres personnes à côté, tout est pris en charge. On fait ce qu'on appelle les guidances parentales, c'est-à-dire qu'on crée un cadre où les parents se regroupent et chacun partage un peu son expérience. C'est-à-dire qu'en partageant un peu vos difficultés, voilà, ceux qui sont à côté, le simple fait de savoir que je ne suis pas seul dans ma difficulté, quelque part ça réconforte un peu. Et puis bon, dans les familles, on fait les guidances pour voir un peu comment se comporter par rapport à tel comportement de l'enfant, etc., etc. L'école pour personnes en situation d'autisme est l'initiative des parents d'enfants atteints d'autisme pour répondre au manque de structures spécialisées pour prendre en charge leurs enfants. On a été obligés entre parents de se retrouver et avec l'aide de gens qui ont fait des études de psychologie, nous avons essayé de créer nous-mêmes une structure et c'est cette structure qui s'occupe de nos enfants à l'heure actuelle. C'est vrai que ce n'est pas des structures adaptées, on n'a pas le nécessaire, on n'a pas toute la prise en charge que nécessite l'autisme. Au centre, nous avons quoi? Juste des moniteurs, des psychologues et des enseignants que l'État a bien voulu mettre à notre disposition. Ce n'est pas suffisant, c'est très bien. Ça permet d'avoir des résultats, mais il y a un pan des besoins des enfants autistes qui ne peut pas être pris en charge par le centre parce que justement les spécialistes qui peuvent prendre ça efficacement en charge ne sont pas là. Donc c'est vraiment le cri de cœur que je lance aux autorités, à toute bonne volonté. Si ils ont la capacité de nous aider, ça va être un grand plus dans la prise en charge des enfants autistes. Cette école existe depuis 2011, mais il faudra débourser 600 000 francs CFA pour la scolarité. À Bobo Dioulasso, il n'existe pas de centre spécialisé dans la prise en charge d'enfants autistes. Les écoles classiques n'acceptant pas ces enfants, certains par désespoir envoient leurs enfants dans les écoles de sourds-muets malgré la non-adaptation du programme. Une institutrice de l'Institut des jeunes sourds du Faso ayant dans sa classe en plus des enfants sourds, des enfants autistes. Elle nous livre son témoignage des propos recueillis par Kassoumi Logo et Mireille Carole Tougma. L'Institut des jeunes sourds qui est une école des enfants déficients auditifs a été ouvert pour s'occuper uniquement des enfants sourds. Mais de nos jours, avec l'enseignement inclusif, on reçoit toutes sortes d'handicaps avec nous. Donc ça fait qu'à notre sein, on reçoit aussi les enfants autistes et on essaie de les aider comme on le peut. Parce qu'au niveau de Bobo, effectivement, il n'y a pas de centre spécialisé pour accueillir ces enfants. C'est vraiment difficile de joindre les deux enseignements. Notre souhait est que s'ils peuvent avoir un centre pour pouvoir les aider, parce que c'est des enfants qui sont très intelligents. Donc les techniques qu'il faut pour pouvoir effectivement les accompagner, pour qu'ils puissent s'autosuffire, je veux dire, bon, être autonomes, pouvoir faire quelque chose. Ici, le programme, c'est comme les autres écoles classiques.
C'est-à-dire on a les mêmes programmes des écoles maternelles et au niveau du primaire aussi, on a les mêmes programmes que les autres écoles entendant. Donc c'est difficile pour ces enfants à cas spécial. Si au niveau de Bobo-Dioulasso, ils pouvaient avoir un centre aussi spécialisé des enfants autistes, si eux aussi ils pouvaient avoir leur centre, ça va les aider. Afin que les parents puissent être un peu soulagés. Parce que très souvent, ils sont désespérés. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Wango, vous venez de suivre ces multiples reportages. Est-ce que l'interview, on a vu un enfant autiste dans une école de sourds, qu'est-ce que cela peut apporter à l'enfant? Bon, je voudrais d'abord me permettre de féliciter les parents des enfants autistes par rapport à ce qu'ils ont dit, mais surtout par rapport à ce qu'ils font chaque jour. C'est ça, en fait, la prise en charge. La prise en charge par des spécialistes, c'est très bien, mais dès lors qu'à la maison, nous n'avons pas ce soubassement d'amour, n'est-ce pas, parental et de disponibilité des parents, l'enfant ne pourra jamais s'en sortir tant que les parents, en tout cas, ne se mobilisent pas. Alors, un enfant autiste dans une école de sourds ou de sourds-muets, ça ne convient pas du tout. Au contraire, on lui donne 2 handicaps parce qu'on lui apprend à s'exprimer, n'est-ce pas, à communiquer en sourd-muet, plus son handicap d'autisme. Donc, il y a déjà un problème, et là, je pense que c'est un autre problème qu'on lui apporte dans le cadre de l'apprentissage, parce qu'il n'est pas sourd, il entend ce que les gens disent, c'est plutôt ce matériel auditif-là qu'il faut lui apprendre à intégrer tout doucement dans sa manière de fonctionner, n'est-ce pas? Mais bon, là, on va le bloquer un peu plus et je pense que c'est pas désespoir et les parents ont raison. La dame qui tient l'enfant, elle a raison. Il n'y a pas de centre qui puisse aider. Il n'y a pas de centre qui puisse aider, ce n'est pas désespoir, mais je ne conseillerais pas, en tout cas aux parents de cet enfant, de le laisser là-bas. D'accord. Et puis, on voit que l'autisme est plus masculin que féminin. Est-ce que l'autisme féminin ne serait pas sous-évalué ou sous-diagnostiqué? Merci. Alors, il faut vous dire que ça, ce sont des chiffres qui sont donnés par des recherches statistiques. Donc, c'est des chiffres bruts. Mais moi, je ne pourrais pas savoir, au fond, s'il y a cette différence, parce qu'au Burkina Faso, nous avons un problème. Les enfants autistes ne sont pas souvent présentés, même aux pédiatres. Les parents sont là, ils espèrent, ils attendent que ça va s'arranger. Donc, vous ne pouvez pas faire de statistiques avec ça. Il y a aussi le fait que dans nos pays, lorsque vous voyez des problèmes de ce genre, tout de suite, on a des interprétations traditionnelles, n'est-ce pas? C'est les génies qui ont pris l'enfant, c'est quelqu'un qui est méchant, qui punit la famille à travers l'enfant. Donc, ça fait que, et il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est une épreuve envoyée par Dieu, parce qu'il y aurait eu des fautes, etc. Il y a toutes les interprétations possibles et inimaginables. Et malheureusement, on ne va pas voir le pédiatre. Moi, je parle du pédiatre parce que c'est le pédiatre qui doit commencer. On ne va pas le voir. On ne pense même pas aller le voir. Et on va courir chez les guérisseurs, on va courir chez les marabouts. Excusez-moi les marabouts, mais souvent, on complique le problème des enfants. Et ça nous arrive dans un état vraiment, malheureusement, tardif. Et la prise en charge est compliquée. Docteur Sawadogo, est-ce que l'autisme, tout se joue pendant la grossesse, peut-être pendant la grossesse ou après la grossesse? C'est à quel moment où tout se joue? Ça peut être les deux. Oui, je dirais qu'il n'y a pas un seul moment où ça se joue.
parce que c'est une combinaison, une association des différents facteurs qui ont été évoqués là, qui vont aboutir donc au développement de l'autisme. Donc il y aura les facteurs même au moment de la conception, donc les facteurs génétiques, ensuite ceux pendant la grossesse et ceux au moment de la naissance et là dans la toute petite enfance. Donc ils vont se combiner. Madame Siri, est-ce que pendant la grossesse, votre grossesse, la grossesse de Malik, est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécifique? Est-ce que vous avez eu une grossesse normale? Est-ce que il y a eu des soucis? Merci, Mamouna Dao. La grossesse de Malik s'est normalement bien déroulée. L'accouchement également, je pourrais dire même il a été le plus doux en accouchement que tous les autres. Donc du coup, pas de problème réel. Et vous, Madame Sawadogo, avez-vous eu des problèmes de santé pendant votre grossesse ou avez-vous suivi un traitement spécifique pendant cette grossesse, la grossesse d'Ebenezer? Même pas. C'est la même chose que Madame Siri. Ma grossesse s'est bien déroulée. J'étais bien suivie par une gynécologue, même une tante sage-femme. L'accouchement aussi, c'était pareil. L'accouchement était programmé. L'enfant est né, un gros bébé, 3,6 kg. Il était vraiment en bonne santé. Mais parlez-nous un peu de votre expérience de mère d'autiste. Mon expérience de mère d'autiste n'a pas été facile. Avec Ebenezer, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. C'est lors du diagnostic même déjà. Mon principal problème, c'était le regard des autres. C'était surtout ça. Je pense que c'est... On se demande ce que les autres vont penser de l'enfant, ce que la famille va dire. Et je pense que c'est ce problème souvent même qui amène certains parents à cacher leurs enfants, de peur des qu'en dira-t-on. Et comment vous avez fait pour surmonter cette étape? Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Quand il était enfant, on ne pouvait pas sortir avec lui, ni au restaurant, ni à l'église, ni au supermarché. C'était vraiment difficile avec lui. Mais bon, en grandissant, l'hyperactivité s'est un peu améliorée. Et maintenant, il n'y a pas de souci. Mais, bon, sur le plan... À part le regard des autres, qu'est-ce qui vous dérangeait encore? À part le regard des autres, c'était les crises qu'il faisait. Parce que moi, je ne comprenais pas que lorsqu'il faisait des crises, c'est parce qu'il voulait exprimer un besoin. Maintenant, je le sais, parce que quand des enfants comme ça, qui ne parlent pas, lorsqu'il veut, par exemple, il voulait par exemple aller boire de l'eau, il venait et puis il attrapait ta main et puis t'amenait au robinet pour te dire qu'il avait envie de boire l'eau. Même quand il a mal à la tête, comment il peut s'exprimer? C'est pas des crises. Donc à ce moment, il devient coloreux. Souvent, il s'automutile, il se mord, il jette les objets par-ci, par-là. Et ce n'était pas du tout facile. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendre-Bego. Nadège Sanou, appelée de Bobo du Lasso, elle a entendu sur ce plateau que la transmission de l'autisme peut être héréditaire. Comment savoir alors que l'un des futurs parents est prédisposé à transmettre le gène? Son autre question concerne les facteurs environnementaux. Est-ce que les produits phytosanitaires utilisés aussi bien dans l'agriculture que les produits utilisés dans l'orpaillage comme le mercure et l'arsenic ne contribuent pas à augmenter le taux de prévalence de l'autisme au Burkina Faso? Monsieur Gaspard Tuina aimerait savoir s'il y a des statistiques sur la prévalence de l'autisme au Burkina Faso. Il se demande également, est-ce qu'il y a des structures d'accompagnement des autistes et de leurs parents?
Monsieur Eugène Paré, sur l'émission à Ouagadougou, lui se pose la question, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la prévalence de l'autisme? Monsieur Sana Alidou nous a appelé de Ouagadougou. Il aimerait savoir vers qui se tourner pour un diagnostic et une prise en charge de l'autisme. Est-ce qu'il y a des traitements possibles? Madame Sonia Kambou, elle dit qu'elle a été très émue en suivant le reportage de Zalissa Sanfo sur l'école d'autistes. Sa question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les autres enfants autistes de Bobo, Gawa, Kaya et Wayugia, par exemple. Et elle demande aux parents qui sont sur ce plateau quel est l'appui dont ils ont bénéficié au niveau des pouvoirs publics. Et bref, qu'est-ce qu'on fait? Sa question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour assurer l'avenir de ces enfants-là, qui sont des enfants burkinabés, qui ont droit à la scolarisation comme les autres. Madame Aïssata Singbeogo dit qu'elle a entendu parler de syndrome d'Asperger. Elle se demande si c'est une autre forme d'autisme ou bien quand on parle d'autisme, c'est la même maladie pour tous les enfants ou bien est-ce qu'il y a des caractéristiques qui diffèrent d'un enfant à un autre. Monsieur Kolgo s'adresse au professeur Wango. Il croit savoir que vous avez occupé des postes de responsabilité au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que votre sensibilité de praticien de ce domaine précis-là a joué un rôle dans l'élaboration de politiques en faveur, par exemple, des enfants autistes? C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Merci. Comment savoir qu'un parent ou un futur parent est prédisposé à transmettre le gène de l'autisme si c'est un côté héréditaire, Dr Sawadogo? Alors, déjà, dans la théorie, il existe des examens génétiques donc, pour savoir le profil génétique d'une personne et les gènes qui sont impliqués dans l'apparition de l'autisme sont connus, identifiés. C'est plusieurs centaines de gènes. Mais bon, ils sont connus et on peut les rechercher. Malheureusement, au Burkina, nous ne disposons pas de ces techniques. Alors donc concrètement, comment on fait? On va s'intéresser aux antécédents dans la famille de chaque parent. Donc ça peut ne pas être de l'autisme qui dérange beaucoup. On va rechercher des traits autistiques. Il y a également un certain nombre de pathologies, d'autres pathologies qui sont souvent associées à l'autisme. Si on ne retrouve pas de l'autisme purement, on recherchera donc ces autres pathologies qui sont souvent associées. Et c'est à partir de là, on peut penser qu'un parent pourrait être porteur ou pas. Est-ce que les facteurs environnementaux, comme les produits phytosanitaires, les produits utilisés dans leur paillage, comme le mercure, l'arsenic, contribuent à augmenter le taux de prévalence de l'autisme dans notre pays, professeur? Oui. Excusez-moi. Ce sont des facteurs qui sont soupçonnés. Et effectivement, il y a certains produits phytosanitaires qui, respirés ou ingérés au moment de la grossesse, peuvent entraîner des modifications génétiques au niveau du fœtus. Et donc, ça, ce n'est pas forcément la transmission par les gènes du père ou de la mère. C'est l'environnement. Et tous ces facteurs qui ont été cités, effectivement, sont soupçonnés. Et dans les recherches, on en a trouvé quelques-uns qui ont eu en tout cas des incidences importantes. Est-ce que nous disposons des statistiques sur la prévalence de l'autisme au Burkina Faso, Dr Sawadogo? Non, on n'a pas de statistiques, en tout cas, sur le territoire burkinabé. Madame Siri, est-ce qu'il y a des structures d'accompagnement des autistes, des parents d'autistes? Vous êtes la présidente de l'association d'aide aux personnes en situation d'autisme. Qu'est-ce qui est fait pour accompagner et les enfants et les parents? Pour l'accompagnement des parents et des enfants,
Il n'y a quasi absolument rien du tout. Juste que c'est nous, parents, nous nous sommes associés entre nous, nous nous sommes mobilisés pour créer une structure, à défaut de les envoyer à l'extérieur parce que ce n'est pas très évident. Donc du coup, au niveau de l'association, on s'entraide, on échange des expériences vécues. Et au niveau de l'école également, on a essayé de créer un partenariat avec la direction de l'éducation inclusive et qui essaie de nous accompagner parce que, bon, eux également, ils sont formés en handicap, mais surtout pas en autisme. Donc c'est très très compliqué, nous sommes délaissés à nous-mêmes. Et chacun vit son expérience, chacun tâtonne, comme le dirait Madame Edraogo. Et c'est dans ces tâtonnements-là, généralement, que nous arrivons à nous en sortir. Ça, c'est le cas de Ouaga. Par exemple, à Bobo, les autistes de Bobo, de Gawa, ça, c'est la question de Madame Kambou. Qu'est-ce qu'on en fait? S'il n'y a pas d'appui des pouvoirs publics, il n'y a rien. Donc, eux, ils sont laissés à eux-mêmes. Ouais. C'est le gros point d'interrogation. Et par exemple, pour le couple Traoré à Bobo, ils ont pris attache avec l'association. Et juste c'est par le téléphone, on communique, on essaie de gérer les crises ensemble. Et on essaie également d'intervenir au niveau des écoles, surtout privées à Bobo, pour leur prise en charge effective, accompagnée obligatoirement d'un AVS à l'école. Sinon, on s'entraide, on tâtonne, et des fois on y arrive, des fois on tombe, on se relève, on continue. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire la prévalence de l'autisme au Burkina? Docteur Savadogo. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de statistiques, mais au moins c'est une réalité qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faut-il faire pour réduire la prévalence? Pour qu'il y ait moins d'enfants, sinon plus d'enfants autistes? Voilà, c'est un peu parler de la prévention et ça va se situer à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau individuel, c'est réduire tout ce qui est facteurs environnementaux et psychologiques qui interviennent dans l'apparition de l'autisme. Et bien sûr, on a la sensibilisation sur la question. Parce qu'il faut déjà savoir que justement ces produits phytosanitaires, le mercure, la pollution, ça favorise ça pour pouvoir les éviter. Donc on a un travail d'information à faire pour pouvoir diminuer cette pathologie. Et pour chaque parent, donc prévenir ou en tout cas réduire l'intensité de ces manifestations, c'est vraiment avoir un suivi pendant la grossesse, au moment de la naissance de leur enfant et pendant la toute petite enfance, pour essayer de déceler tout ce qui pourrait être facteur favorisant et essayer de le corriger assez tôt. Professeur Wango, M. Kologo vous interpelle. Vous avez été le secrétaire général du ministère de la Santé. Est-ce que votre sensibilité de praticien a influencé l'élaboration des politiques en faveur de la prise en charge des enfants autistes? Est-ce que pendant votre passage au ministère, qu'est-ce que vous avez fait, conçu pour accompagner ces parents? Bon, 2 mots sur le syndrome d'Asperger, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question. En réalité, c'est une forme moins grave. Hein? Ça a été décrit par cet auteur-là, Asperger, et ça n'a pas la forme profonde de détérioration et du problème de communication et du problème de comportement. Hein. Généralement, c'est des enfants qui, eux, réagissent assez rapidement. Et je pense que le fils de madame, Ebenezer doit effectivement avoir eu un syndrome d'Asperger, en fait. Bien, alors, maintenant, on m'interpelle sur ce que j'ai pu faire par rapport à ce problème. Alors, je vais dire aux téléspectateurs que le ministère de la Santé, avant moi, pendant que j'y suis et aujourd'hui, développe des politiques concernant la santé de la mère et de l'enfant. Et ces politiques-là adressent
des problèmes importants du point de vue statistique, des problèmes urgents du point de vue mortalité et des problèmes effectivement de vie même de la femme et de l'enfant. Il se trouve qu'il y a toujours des politiques qui sont renouvelées. Et en tant qu'ancien secrétaire général, je suis au courant parce que ces politiques-là n'ont jamais cessé d'exister. Vous voyez les vaccinations contre la rougeole, vous voyez tout ce qui est soins dans les hôpitaux, dans les services de pédiatrie, tout ce qui est organisation pour préserver la santé de la mère et de l'enfant. Ça aboutit d'ailleurs pour que les enfants et leurs mamans viennent à la gratuité des soins pour ce groupe vulnérable-là. Le ministère de la Santé s'occupe par ailleurs de groupes spécifiques. C'est bien stipulé dans les plans d'assistance à la mère et à l'enfant, mais l'autisme, avouons-le, a toujours été un problème caché au Burkina. Quoi qu'on dise, c'est les parents d'autistes qui vivent la situation. Il n'y avait pas une vue très claire de cette pathologie-là depuis un certain temps. Mais ce qui est en train de se faire avec justement le regroupement des parents d'autistes, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Parce que le ministère de la Santé, c'est la santé publique. Au début, les parents cachaient les enfants. Oui, il y a beaucoup qui cachaient les parents, les enfants. Il y a beaucoup qui ne les amenaient pas, beaucoup les amenaient chez les guérisseurs et autres. Mais il se trouve que le ministère de la Santé travaille sur la base de statistiques. Qu'on le veut ou non, c'est malheureusement comme ça. Ceux qui ne sont pas nombreux ont des problèmes. Regardez par exemple, comme je suis psychiatre, j'en profite, les malades mentaux. Mais il y a combien d'années qu'on fait des plans pour s'occuper des malades mentaux? Bon, comme ils ne sont pas, on les voit, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas aussi nombreux que les enfants qui meurent de rougeole, que les femmes qui accouchent qui meurent. Donc, on n'établit pas les politiques sur ça parce qu'on n'a pas assez de moyens. On priorise. On priorise et malheureusement, jusqu'à présent, l'autisme ne fait pas partie des priorités. Mais c'est en train de venir. Et moi, je salue justement l'effort des parents d'enfants d'autisme parce qu'ils soulèvent le problème. Ils rendent pratique même les démarches et leur façon de faire est la bonne. Ils sont dans la bonne direction qui va permettre au ministère de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'il y a une nécessité de s'en occuper. Madame, si vous êtes la présidente de l'association d'aide aux personnes en situation d'autisme, parlez-nous un peu de votre association. Merci. L'association a pour but de permettre aux personnes atteintes d'autisme d'intégrer la société, d'y grandir, d'y vivre le plus normalement possible. Nous avons également pour but de permettre la prise en charge précoce des enfants vivant avec l'autisme en vue de leur insertion dans le cursus scolaire normal, puisque pour cela, on a un partenariat direct avec la direction de l'éducation inclusive, vraiment qui ne ménage aucun effort à chaque fois qu'ils ont été demandés pour nous soutenir. Et également, au sein de l'association, nous avons formé un groupe de partage d'expériences, de soutien moral et également un groupe de... Comme on ne peut pas sortir avec nos enfants, avec les autres. Donc du coup, nous formons un groupe où nous sortons avec nos enfants et en sortie à Bangroégo, pendant les manifestations, nous nous retrouvons avec nos enfants spécifiques, mais mélangés à d'autres enfants qu'on dit normaux, mais tant que nous, on ne leur dit pas que c'est des enfants spécifiques, ils ne le connaîtront pas physiquement. Mais maintenant, c'est quand ça commence à chauffer, la tornade commence à passer, c'est là maintenant qu'on se rend compte, attention, on est avec des gens spéciaux, mais ils ont été vraiment, en tout cas au Burkina, pour le moment, ils ont été adoptés. Là où nous passons avec eux, nous avons du soutien, les gens nous soutiennent moralement, parce qu'en réalité, entre griffes, je vous dis, une fois j'étais allée avec Malik en consultation, j'ai dit au médecin qui nous a reçus, j'ai dit, bon,
d'abord, c'est ce que je fais d'habitude. Quand je vais avec lui quelque part, je signale, il est autiste. J'ai dit au médecin, il est autiste. Le médecin me dit, ah bon, il a des problèmes d'oreille. Bon. Mais bon, c'était pas grave. Je lui ai dit, non, il est autiste. Vous ne savez pas ce que c'est que les autistes? Il me dit, oui, en formation, on voit ça en théorie comme ça, mais en pratique, on n'en voit pas. J'ai dit, ben voilà un exemple concret. Donc, bon, on en a fait, c'est comme on le dit chez nous en Djoula, ben, quand tu accouches d'un serpent, tu t'attaches la taille avec. Donc, nous, on en a fait notre ceinture et on se promène avec. Et les regards des autres, en réalité, ben, vous me regardez, je vous regarde. Donc, et puis on passe. D'accord. Mais au-delà de l'aspect scolarité, éducation, c'est vrai que la scolarité, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Quelles sont les difficultés auxquelles font face les parents des enfants autistes? Les difficultés, c'est comme l'a dit Mme Sawadougou, c'est beaucoup le regard des autres qui ne veulent pas comprendre que un enfant qui n'a pas de handicap physiquement et un grand garçon ne sache pas les béabas de la vie, puisqu'ils ne l'ont jamais rencontré. Et quand ça se passe comme ça, il te faut prendre ça sur toi-même, prendre le temps d'expliquer qu'en réalité, ce grand garçon que tu vois, il n'est pas aussi normal que ce grand garçon, toi ton grand garçon qui est arrêté. Donc du coup, il faut faire avec. Et nous ne l'avons pas acheté. C'est venu et nous l'avons accepté et nous sortons avec. Mais vraiment, à chaque fois que tu donnes l'explication, ça passe. Mais il y a des regards, souvent on dirait, ben, dégage avec ton petit quelque chose qui nous dérange. Mais quand vous me regardez comme ça, moi je vous dis, mais mon petit quelque chose, c'est ma vie. Donc du coup, tu es obligé de supporter ou c'est toi qui dégages. Sinon, nous on est là. Donc, à part ça, vraiment, on ne rencontre pas de problèmes spécifiques comme ça dans la société avec ces enfants-là. Voilà. À présent, le second lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Otiendre-Bugo. Monsieur Anselme Ouedraogo, appelé de Ouagadougou, il dit qu'il a entendu dire qu'il y a une particularité de l'autisme pour les femmes. Est-ce que cela est vrai? Mademoiselle Aïcha Tiendrebeogo suit l'émission à Ouagadougou. Elle se demande si, en dehors de l'autisme infantile, les adultes peuvent développer également de l'autisme. Elle pose la question parce qu'elle a entendu dire que la pathologie peut être cachée par une dépression ou des crises d'angoisse chez des adultes. Mademoiselle Cynthia Kabouré aimerait savoir s'il est possible de déceler un trouble autistique en discutant avec quelqu'un. Son autre préoccupation, c'est qu'on dit que les autistes vivent dans leur propre monde, qu'ils sont très intelligents la plupart du temps. Alors, comment les comprendre et les aider? Monsieur Bolgo Mathurin demande comment accompagner ses enfants plus tard. Il a remarqué que dans les reportages, ce sont des jeunes enfants. Et lui, il s'inquiète. Qu'est-ce qu'on fera à l'adolescence, pour l'université, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, les relations amoureuses, le mariage? Et justement, sa question, c'est est-ce que les autistes peuvent avoir des enfants non autistes? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Monsieur Ouedraogo a entendu dire qu'il y a une particularité de l'autisme pour les femmes. Est-ce vrai, Docteur Sawadougou? Est-ce que les femmes autistes sont particulières comparativement aux hommes, aux garçons? Non, en tout cas au niveau des symptômes, il n'y a pas de différence, que ce soit un garçon ou une fille. Mais bon, le handicap, ou en tout cas ce qui est spécial, atypique, ça passe mieux quand c'est une fille, surtout dans nos sociétés, dans nos cultures, où c'est l'homme qui doit devenir quelqu'un, qui doit rapporter des ressources et tout.
Même si la femme a un handicap qui l'empêche d'arriver à ça, ça ne se remarque pas. Mais sinon, les symptômes sont les mêmes, quel que soit le sexe. Professeur Wango, est-ce qu'en dehors de l'autisme infantile, les adultes peuvent développer l'autisme? Est-ce qu'on peut développer l'autisme sur le tard? Être adulte ou adolescent et puis développer? Non. Non, l'autisme commence... on dit qu'un enfant ne devient pas autiste, mais il naît autiste. Hein, donc, il y a des pathologies mentales qui peuvent survenir à un certain âge et qui entraînent une espèce de renoncement aux différentes activités, à la vie comme ça, mais ce n'est pas de l'autisme. Hein. L'autisme, c'est vraiment lié à l'enfance. Ça, c'est par rapport toujours à la particularité de l'autisme. Madame Tiendrebeo qui parle toujours du fait que la pathologie peut être cachée chez la femme par une dépression ou des crises d'angoisse. Est-ce que cela est vrai? Disons que l'autiste peut faire la dépression et souvent ils en font, peut être angoissé. Ouais, ça, d'ailleurs, l'autiste est très souvent angoissé parce que quand il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut, ce qu'il ressent, c'est très difficile pour lui. Hein. Donc, parfois même les insomnies chroniques des enfants autistes, c'est sous-tendu par, malheureusement, une angoisse qu'il faut régler. Vous savez, nous, on prescrit des médicaments, justement, dans ces domaines-là, pour pouvoir lutter contre l'angoisse, pour pouvoir même parfois lutter contre l'agitation, parce que l'agitation même peut être une traduction, n'est-ce pas, de l'angoisse. Docteur Sawadou, est-ce qu'on peut déceler un trouble autistique à travers, en discutant seulement avec quelqu'un? Est-ce que cela... Bon, je me dis que théoriquement, ça doit être possible parce que le diagnostic, on le fait également en discutant avec les patients et les familles. Donc, effectivement, on peut voir ces difficultés au cours d'une conversation. Maintenant, bon, pour poser le diagnostic, c'est quelque chose de codifié. Donc, il faut vraiment passer par un professionnel pour le poser. D'accord. On dit qu'ils vivent, les autistes vivent dans leur monde. Est-ce vrai? Qu'ils sont très intelligents, comment les comprendre et les aider? Alors, c'était la définition au début justement des études sur l'autisme, c'est qu'ils sont dans un monde à eux, singulier, et c'est une sorte de caricature effectivement. C'est parce qu'ils comprennent le monde d'une manière spécifique à eux. Donc, personne d'autre ne peut imaginer les choses comme eux. Et les comprendre, c'est vraiment dans le temps, dans la proximité, dans l'observation et en posant des hypothèses, en essayant certaines choses pour voir est-ce que ça répond à un besoin. On va finir par comprendre que quand il fait telle chose, c'est telle chose il veut dire, ou quand il agit comme ça, c'est tel message il veut dire. Donc c'est vraiment dans la durée et la proximité qu'on peut les comprendre. Madame Sawadou, vous avez parlé, parlant d'intelligence, vous avez une anecdote par rapport à la compréhension de certaines langues par les autistes? Oui, c'est vrai que souvent on pense que ce sont des enfants qui sont bêtes, mais ce n'est pas le cas. Parce que là, il y en a qui sont autodidactes, ils arrivent à t'écrire des phrases en anglais, en allemand, en chinois même souvent. Ils te font des calculs. Et moi, mon fils, quand il arrive à l'école, c'est lui qui met la date du jour et il met dictée ou bien il met ce qu'il faut faire, même si c'est calcul, il met les opérations et puis il dit aux autres de faire. Et donc là, il est dans la peau d'un enseignant. Exactement. Et ce soir même, il m'a étonné parce qu'on les a donné des cadeaux à l'école et lorsqu'il est arrivé, il est venu me trouver jusqu'à dans la chambre pour me remettre son cadeau. Pourtant, sa sœur, qui est un enfant normal, dont elle, quand elle a un cadeau à l'école, dès qu'elle arrive à la maison, elle commence à manger. Okay. Donc, Ebenezer a les bonnes manières. Oui. Professeur Wango, comment faire pour accompagner ces enfants plus tard? Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très jeunes, il y en a aussi qui sont déjà adultes. C'est vrai qu'on n'a pas pu
les avoir dans le reportage parce que par rapport à plusieurs difficultés rencontrées, il y en a qui... Est-ce qu'on peut envisager, les autistes peuvent envisager des relations amoureuses, une vie universitaire, le mariage? Est-ce qu'ils peuvent avoir une vie de famille avec des enfants non autistes? Tout ça, est-ce qu'ils peuvent rêver de cette vie dont tout le monde rêve? Oui, les enfants autistes pris très tôt dans le système d'assistance et de prise en charge évoluent à un moment donné, normalement, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas de l'autisme, mais on apprend vite et on apprend en étant autiste. Et leur problème, c'est l'interaction avec les autres. Mais si à 3 ans ou avant 3 ans, vous avez des orthophonistes, vous avez d'autres spécialités, et d'autres spécialistes qui s'occupent d'eux, on les oriente et à un moment donné, vous avez en Europe des autistes qui travaillent. Ils travaillent même très bien. Vous avez des autistes qui font des métiers. On ne pourrait même pas penser qu'il s'agit effectivement d'autistes, parce qu'ils sont arrivés à un niveau de développement de leurs neurones qui leur permet effectivement de s'intégrer dans la société. Mais, bon... Moi, je n'ai pas l'expérience d'un autiste, non, ce n'est pas au Burkina seulement, même là-bas, je n'ai pas l'expérience d'un autiste qui s'est marié, qui vit avec sa femme et ses enfants sans problème, je ne sais pas. Je ne vais pas raconter des histoires. Cette expérience-là, j'ai vu qu'en France, mais bon, n'étant pas peut-être psychiatre, du moins pédopsychiatre, je n'ai peut-être pas approché ce groupe-là. Est-ce que dans l'association, vous avez des parents, des autistes qui ont pu fonder une famille? Vous avez des témoignages dans ce sens? Ben, pour le moment, dans l'association, non, parce que le plus âgé a 18 ans. Donc, du coup, pour le moment, on se base juste sur l'espoir. Sur l'espoir, nous, on espère que nos autistes, nos enfants vivront dans l'autisme et que dans cette même autisme-là, ils arriveront à avoir des femmes, à avoir des enfants et que Dieu nous prête vie pour que nous aussi, nous puissions nous occuper de leurs enfants. Cette question est de M. Sana Alidou. Lui, il veut savoir, Dr Sawadogo, vers qui se tourner au Burkina ici pour établir le diagnostic et puis la prise en charge. Est-ce qu'il y a des traitements possibles? Même si on a un peu répondu à cette question. Effectivement. Donc, comme structure en tout cas, habilité à poser le diagnostic et habilité également pour l'accompagnement des enfants présentant de l'autisme, on a le service de l'unité de pédopsychiatrie, donc à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, donc où on a toute une équipe qui est là pour accueillir l'enfant et sa famille, faire le nécessaire pour avoir le diagnostic et proposer en tout cas un accompagnement. Mais non, on a déjà dit l'autisme ne se guérit pas, donc c'est vraiment un accompagnement. D'accord. Professeur, vous avez parlé de certaines causes mystérieuses à l'autisme. Est-ce que ça continue, ces spéculations, ou alors il y a une prise de conscience des populations? Vous savez que plus de 80% des Burkinabés sont non scolarisés. Et vous savez qu'ils vivent encore leurs croyances ancestrales. Les interprétations traditionnelles demeurent. Et lorsque vous allez voir ces guérisseurs, ou en tout cas ceux qui ont la possibilité ou la connaissance de ce genre de problème, bon, ils vont vous tenir un discours qui n'est pas un discours médical. Et malheureusement, ça éloigne certains parents de la santé. Et j'ai dit au début qu'il s'agit d'un problème neurologique. Ça aussi, c'est récent. Et donc, il faut que les gens le comprennent. Que aller voir les guérisseurs, nous sommes d'accord. Aller en prière avec son enfant, nous sommes tout
à fait d'accord. Mais nous demandons simplement qu'ils recherchent une aide et un diagnostic auprès des pédiatres d'abord, et ensuite auprès, n'est-ce pas, de quelques spécialistes dont nous disposons à l'hôpital et à la radio, parce qu'il y en a. Mais est-ce que les patients autistes sont-ils plus souvent victimes d'autres troubles? Oui. Bon, c'est vrai qu'on parle d'insomnie. Oui, il y a ça. Il y a le fait aussi qu'ils ont des problèmes biologiques de départ qu'on ne détecte pas souvent, des problèmes endocriniens. Endocriniens, c'est des gros mots médicaux. En français facile. Voilà, en français facile, c'est-à-dire qu'ils ont des perturbations au niveau de tout ce qui est hormonal, au niveau de tout ce qui est substance de défense de l'organisme, etc. etc. Je ne vais pas trop développer sur ça. Et donc, ils ont quelques difficultés à ce niveau-là. Et par exemple, les recherches ont montré qu'il y a une diminution des substances, des cellules au niveau du cervelet. Et ces cellules-là permettent l'équilibre. Plus tard, ce sont des enfants qui vont avoir des problèmes, ou avant, des problèmes d'équilibre. Ils ne sont pas très en équilibre. Ils ont des difficultés même d'harmonisation de leurs doigts pour faire le travail et tout, etc. etc. Et donc, il y a un problème neurologique qui peut survenir. Bon, puis il faut se dire aussi que c'est des enfants comme tous les enfants, étant plus vulnérables peut-être, mais ils sont soumis aussi à la rougeole, aux infections multiples. Oui, voilà. Docteur Sawadou, y a-t-il des mesures pour prévenir les conséquences de l'autisme? La principale mesure, c'est vraiment le diagnostic et la prise en charge précoce. Donc, ça permet de minimiser déjà tous les symptômes, les réduire au maximum et éviter tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Nous sommes à la fin de cette émission. On va faire un tour de table. On va commencer par Madame Sawadogo. Je vous remercie. Ce que moi je peux dire comme conseil aux parents qui hésitent toujours à faire voir les enfants ou à les amener voir des spécialistes, c'est que nos enfants, au début ce n'était pas facile, mais avec une éducation adaptée à leur situation, aujourd'hui on a trouvé qu'ils ont beaucoup amélioré sur tous les plans. Et on ne peut que rendre grâce à Dieu pour cela. Docteur Sawadou. Oui, déjà. Merci pour l'invitation. Donc mon message, c'est d'abord un message d'encouragement aux parents. Vraiment félicitations et encore du courage pour cette lutte au quotidien. Et également le message à la population, c'est vraiment de s'approcher des équipes médicales. Si vous n'avez pas accès à un spécialiste, voyez un infirmier, un médecin, un pédiatre, dès que vous vous inquiétez pour le développement de votre enfant, et la prise en charge va se faire assez rapidement. Voilà. Madame Cyril. Merci. Avec votre permission, j'aimerais quand même donner un grand mot de remerciement à la direction de l'éducation inclusive. Et également, on a eu un donateur aujourd'hui, depuis 2 ans, nous accompagne. Et c'est un monsieur qui a pris, qui s'est vu prendre passion à l'autisme. Et du coup, il est dans la mode, il vient, il donne des choses à nos tout petits. Le geste ne compte pas. Pour nous, c'est voir quelqu'un qui s'intéresse à ses enfants hors pair. C'est vraiment un ouf de soulagement. Un grand merci à ce monsieur et également à la population au niveau des quartiers, au niveau des écoles, aux différents enseignants. Chapeau, parce qu'ils en font beaucoup. Sans formation préalable, ils arrivent à nous satisfaire, mais qu'ils continuent ainsi.
Et à nos gouvernants, nos autistes sont là, docteur Wangou. Ils sont là, il n'y a pas de diagnostic. Je vous prie de faire avec eux pour nous soulager. Pour terminer, professeur Wangou. Merci beaucoup. Moi, je ne suis plus dans les gouvernements. Et donc, je ne peux que vous appuyer en vous demandant, en tant qu'association, d'identifier des projets clairs et bien structurés et de prendre contact avec et le ministère de la Santé et le ministère de l'Action sociale pour d'abord montrer l'importance de cette question et puis voir dans le processus de santé de la mère et de l'enfant comment on peut effectivement intégrer la problématique de l'autisme, à savoir par exemple la formation d'un plus grand nombre de personnels, la structuration, enfin la création de structures mieux adaptées à ces enfants-là et comment faire pour qu'effectivement ils se développent dans l'harmonie. Alors donc, vraiment, quand vous dites oui, nous sommes laissés à nous-mêmes et tout, moi, excusez-moi, je pense qu'il y a un peu de votre faute aussi, parce que vous n'émettez jamais, vous ne faites jamais, vous n'adressez jamais aux autorités, n'est-ce pas, des choses très claires, des projets clairs sur lesquels on peut s'appuyer pour élaborer un financement, pour élaborer une politique. Donc, je vous invite à cela et vous allez voir qu'effectivement, les pouvoirs publics vont réagir. Mais je ne suis plus pouvoir public, ça je répète et je termine avec ça. Je vous remercie. Okay. C'est bien la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.